La vie est déjà assez dure quand on est coincé dans un boulot de bureau, mais c'est encore pire quand votre patron n'est qu'un chien hargneux qui ne sait que hurler sur ses employés. Voici Jin-Sung, qui a soudainement commencé à remarquer d'étranges fenêtres système qui laissent présager une apocalypse zombie imminente. Mais avec le stress de son travail, couplé au jappement incessant de son patron, il n'a même pas le temps de réfléchir correctement à ces notifications système d'un autre monde. La seule chose qui préserve sa santé mentale est la gentillesse dont fait preuve sa collègue, Seon-A. Il pense souvent à démissionner. Mais avec l'IA qui prend le contrôle des emplois à distance et le chômage qui monte en flèche, il n'a pas beaucoup d'options de repli. C'est alors que tout commence à empirer. Même en plein été, la neige commence à tomber sur le monde entier, un phénomène anormal que la science ne peut expliquer. Les choses deviennent réelles lorsque Jin-Sung trouve un collègue en train de se régaler du corps d'un autre collègue. C'est le moment où Jin-Sung réalise qu'il est royalement foutu. Son collègue zombifié a commencé à le chasser, le forçant à courir pour sauver sa vie. Il aperçoit une chaise à proximité, la saisit et se prépare à se défendre. Mais à ma grande surprise, dans la scène suivante, notre garçon est montré comme s'il se tenait de l'autre côté du mur. Est-ce un bug dans la matrice? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Malgré tout, la rencontre avec un véritable zombie est traumatisante. Ses genoux cèdent, le laissant tomber au sol. Soudain, le téléphone sonne. Un message a été diffusé. Les gens mutent à cause d'un virus appelé rage, il est donc conseillé à tout le monde de rester à l'intérieur. Il y a beaucoup à digérer. Jin-Sung est sûr qu'un virus au son amusant comme la rage ne pourrait pas transformer les humains en de vrais zombies. Il doit se passer quelque chose d'incompréhensible. Il vérifie les médias sociaux où tout le monde parle de zombies ravageant les quartiers et de neige tombant au milieu de l'été. C'est là que tout s'éclaire dans son esprit. Peut-être que ces fenêtres système d'un autre monde qu'il a vu sont liées à ces événements catastrophiques. Il essaie de rechercher des informations sur les fenêtres d'état, mais rien d'utile n'apparaît. Les choses ne font qu'empirer lorsque son téléphone se transforme en un écran statique, puis perd complètement la connexion. Le désespoir commence à s'insinuer. Son esprit est engourdi, son corps gelant à cause des températures atmosphériques qui baissent de façon anormale. Pour le moment, son plus gros problème n'est même pas les zombies mangeurs de chair. C'est l'atmosphère glaciale à laquelle il doit survivre. Il compte sur l'idée que des sauveteurs pourraient arriver bientôt. Pour augmenter ses chances, il décide de préserver la batterie de son téléphone, qui est actuellement à 83%. Prudemment, il explore le bâtiment, espérant éviter les zombies. Sa priorité est de prendre quelque chose de chaud à porter et de la nourriture pour survivre. Heureusement, il trouve un ensemble de vêtements dans un tiroir, qu'il enfile aussitôt. Ensuite sur la liste, la nourriture. Bientôt, il réussit à obtenir un sac, des vêtements de rechange, de l'eau et de la nourriture pour se refaire. Il ne sait pas à qui appartenait ce sac, mais il est reconnaissant que quelqu'un l'ait laissé derrière lui. Maintenant, la prochaine étape consiste à trouver une arme appropriée pour se défendre. Après avoir suffisamment cherché, il trouve des bâtons de golf fiables qui attendent qu'il les trouve. Avec les fournitures qu'il a, il pourrait tenir environ 3 jours. Alors, la question redoutable est, les secours arriveront-ils avant qu'il ne meure de faim dans ce froid impitoyable? Les rues sont infestées de zombies et de monstres. Et avec le blizzard qui fait rage, il ne sera pas facile pour les hélicoptères de l'atteindre. Si les sauveteurs n'arrivent pas d'ici une semaine, la seule chose qui l'attend, c'est la mort. Pire encore, la température baisse plus vite que jamais, et une autre fenêtre système apparaît devant ses yeux. À l'intérieur du magasin du système, il voit une liste d'articles. Les vêtements d'hiver en font partie. Il veut désespérément l'acquérir, mais il n'a pas assez de monnaie système. Soudain, des pas résonnent à proximité. Il sort rapidement de son coin tranquille et confortable et se tient prêt à faire face à tout ce qui approche. Avec le bâton de golf dans les mains, il court trouver la menace avant que la menace ne le trouve. Juste avant qu'il ne frappe avec le bâton de golf, il s'avère que ce n'est que son collègue, Kim Juman. L'introduction se déroule sans problème puisqu'ils se connaissent déjà. Jin-Sung se trouve même être le supérieur de ce type au travail. Il s'assoit, et Kim Joo-min explique comment il s'est retrouvé ici. Pendant la pause, il était coincé dans la cantine. En entendant des sons grotesques à l'extérieur, il a verrouillé la porte derrière lui. Quand il a finalement essayé de s'échapper, il s'est frayé un chemin en bulldozer, en repoussant les zombies et en se forçant jusqu'aux escaliers de secours. Mais ce n'est pas le genre d'information que Jin-Sung espérait. Non seulement ce type n'a aucune information significative, mais il veut aussi profiter des précieuses fournitures durement gagnées de notre garçon. Bien sûr, Jin-Sung refuse, mentant qu'il n'en a pas beaucoup. Plus tard, quand notre garçon prend la bouteille d'eau pour la remplir, son subordonné lui saisit la main, et son attitude passe d'amicale à suspecte. Il commence à transpirer malgré le froid glacial. C'est comme s'il avait percé les mensonges de Jin-Sung et voulait qu'il avoue. Heureusement, il ne se passe rien, du moins pas encore, mais Jin-Sung ne parvient pas à se débarrasser de son malaise. Il se demande pourquoi ce type transpirait autant. Je ne sais pas pour vous, mais je pouvais déjà dire que le bâtard était infecté. Et bien sûr, ce bâtard essaie de tendre une embuscade à Jin-Sung par derrière après s'être transformé en zombie, mais mon gars réagit vite,
lui fracassant sa bouteille d'eau sur le visage, puis lui donnant un coup de pied assez fort pour qu'il s'écrase contre le mur voisin. Il est incroyable qu'il y a quelques instants à peine, ce type parlait comme un humain normal. Alors, comment a-t-il pu se transformer en un monstre enragé si rapidement? Mais avec la survie en jeu, Jin Song n'hésite pas. Il balance son bâton de golf fort et l'écrase sur la tête du zombie. Il continue comme vous le feriez avec un cafard, s'assurant qu'il est complètement écrasé et fini. C'est le premier meurtre de Jin Song depuis le début de l'apocalypse, et il le laisse en sueur malgré le temps glacial. Mais cela en valait la peine, car son système répond soudainement à son meurtre afin de le récompenser correctement. Ayant obtenu sa première pièce, Jin Song est incité à chanter pour ouvrir la fenêtre d'état. En inspectant les articles dans le magasin, il se rend compte que ces pièces peuvent être utilisées pour les acheter. Le plus intéressant, c'est qu'il gagnera pratiquement une pièce pour avoir tué un zombie. Vous pensez peut-être que c'est plutôt bien, mais notre garçon ici redoute sa vie, pensant qu'il a dû risquer sa peau juste pour tuer un zombie et gagner une misérable pièce en retour. Absorbé dans ses pensées, l'attention de Jin Song se tourne soudainement vers la marque de morsure visible sur le poignet du zombie. Cet indice visuel confirme ses pensées, lui faisant réaliser que le pire est vraiment arrivé. Dans la scène suivante, notre garçon se met à l'abri dans une couverture confortable, réalisant que même les personnes qui ont l'air bien ne peuvent plus être considérées comme dignes de confiance. Au milieu de l'enfer qu'il doit endurer, il est juste heureux qu'un paquet de cigarettes le réconforte. Ouais. Je suppose que le cancer du poumon n'a pas vraiment d'importance quand les zombies sont là pour vous botter le cul. Jin Song est hanté par un sentiment d'incertitude et pense qu'il devrait chercher des ressources quand soudain un rugissement effrayant le surprend. En jetant un coup d'œil à la fenêtre pour vérifier les choses à l'extérieur, notre garçon aperçoit un survivant essayant de se frayer un chemin hors de la horde. Malheureusement, les zombies assoiffés de sang le gangbang dans une scène et le laissent dans un état comparable à celui où mon ex-petit ami m'a largué. Horrifié, il recule, réalisant qu'il est dans un vrai pétrin. Un certain temps passe, et Jin Song est pratiquement piégé à l'intérieur. C'est déjà le 3e jour. Il est à court d'options, et sa batterie est à un niveau critique de 3%. Comme si cela ne suffisait pas, Bro n'a plus que 4 barres de chocolat pour lui sauver la vie. Grâce à ses observations depuis la fenêtre, Jin Song a appris une chose. Les gens ont désespérément essayé d'échapper aux zombies, mais ils sont traqués à chaque fois. Même avec ce genre de chance, notre garçon comprend que la seule façon pour lui de survivre sans mourir de faim est de commencer à bouger. Attachant son sac, Jin commence à enlever les barricades, comprenant qu'il ne fera que se mettre en danger en restant ici. Pour l'instant, sa meilleure chance de survie est de chercher d'autres survivants dans le même immeuble, en espérant que la force de l'amitié et de la coopération le sauvera. Jin Song se fixe le 6e étage comme objectif principal, se demandant si Jument a vraiment bloqué l'entrée comme il l'a dit. Soudain, notre garçon entend quelque chose et se dirige immédiatement vers la fenêtre. Mais quand il regarde dehors, il n'y a que le froid impitoyable. Il fait sombre, mais il y a des lumières, ce qui implique qu'une autre personne a dû utiliser le générateur pour les allumer. Cela confirme une chose. Il doit y avoir un autre survivant dans l'immeuble. Sachant que les lumières vont s'éteindre d'un moment à l'autre, Jin Song se précipite en bas, sachant que sa seule chance de survie est de trouver l'autre personne à temps. En descendant, Jin Song théorise l'emplacement du survivant. Il suppose que cette personne doit se cacher dans le bureau de la direction ou la salle de sécurité. Le mieux, c'est qu'ils sont tous les deux situés au même rez-de-chaussée, donc la transition sera facile. Aux étages inférieurs, il fait encore plus froid. Cependant, préférant la prudence à son propre confort, notre garçon enlève ses chaussures pour ne pas faire de bruit. Arrivé au 6e étage, il décide de faire le pas courageux de confirmer les dires de Jument. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, notre garçon constate que l'entrée est effectivement bloquée, ce qui signifie que le type ne racontait pas de conneries. Le bonheur illumine son visage car cela signifie qu'il pourrait y avoir d'autres survivants dans l'immeuble si celui-ci n'a pas été envahi de l'extérieur. Mais pour l'instant, Jin Song décide de quitter le 6e étage et se concentre sur sa mission de descendre au rez-de-chaussée. En arrivant ici, il est venu confirmer un certain nombre de faits. Tout d'abord, les zombies n'ont pas vraiment envahi les étages supérieurs de l'immeuble. Mais pour le rez-de-chaussée, il sait qu'il y a un grand risque que ces monstres y rôdent. Serrant la poignée de la porte, notre garçon l'ouvre lentement pour jeter un coup d'œil, suppliant et priant pour qu'il n'y en ait pas. Malheureusement, la réalité est beaucoup plus sombre. Il y a du sang partout, et comme prévu, il y a des zombies qui se baladent comme les sauvages décérébrés qu'ils sont. Avec une horde entière en vue, la situation est extrêmement dangereuse pour notre garçon. Cela signifie qu'il ne peut absolument pas sortir, pas avec une horde aussi énorme. La bonne chose est que les zombies n'ont pas remarqué les étages supérieurs et sont coincés au rez-de-chaussée. Cependant, vu la tournure des événements, Jin Song craint que la porte qui les bloque ne tienne pas longtemps. Profitant de cette opportunité pour se casser, il se faufile discrètement en direction du bureau de la direction. Arrivé au bureau quelques instants plus tard, Jin Song est malheureusement confronté à une vision tragique et désagréable. Devant lui se trouve le cadavre d'un homme, un type vraiment sympa qui le saluait toujours tous les matins.
Mais à cause du froid inhumain, il est mort d'hypothermie. Décidant de laisser le type se reposer, Jin-Sung ferme les yeux et offre une petite prière pour son compagnon tombé au combat, DF dans les commentaires pour son pote. Quoi qu'il en soit, Jin-Sung poursuit ses efforts pour atteindre la salle de sécurité, en espérant y trouver un survivant. Cependant, il doit se méfier des pièges potentiels tendus par le survivant, comme ce qu'il a fait avec les barricades. C'est pourquoi le premier objectif de notre garçon est de prouver son innocence, qu'il n'est pas un zombie décérébré. Reportant son attention sur les monstres qui rôdent, Jin observe que bien que ces zombies soient aveugles comme des taupes, ils sont également très sensibles au son. Alors il frappe calmement à la porte, indiquant qu'il est un humain à l'autre personne. L'étape suivante est le saut de foi courageux alors que Jin-Sung tend lentement la main vers la poignée de la porte. Mais au moment où il ouvre la porte, quelque chose s'accroche pour l'attaquer. Ce n'est pas un zombie, mais un type avec un bâton. Heureusement, notre garçon parvient à se défendre avec le tout-puissant mangeur de monde, le bâton de golf de destruction infinie. Mais le bruit de leur affrontement inquiète Jin-Sung car il risque d'attirer les zombies. Pendant ce temps, le type à lunettes est surpris par ce qu'il voit. Heureusement, les zombies n'ont toujours pas compris, ce qui pousse le survivant à tirer notre garçon dans la pièce pour pouvoir la refermer rapidement. C'est l'affrontement ultime, un utilisateur de bâton de golf contre un pratiquant de bâton en bois. Les deux confirment le statut humain de l'autre, mais refusent toujours de baisser leurs armes. Jin-Sung explique sa situation, soulignant qu'il a entendu le générateur de secours et qu'il est venu chercher des survivants. Ensuite, il montre même son badge d'assistant manager de l'une des équipes de vente. Bien qu'il ait trouvé un survivant, il craint que ce type ne finisse par ressembler à Jument. Le type à lunettes est en fait aussi un autre assistant manager de l'équipe de développement, Choi Jae-song. Le fait que ce type couvre étroitement son corps met Jin-Sung sur les nerfs car il craint que Jae-sung ne l'utilise pour cacher des marques de morsure. Cependant, dans le cas de ce type, il ne semble pas transpirer et semble seulement se couvrir pour se protéger du froid. Observant son environnement, notre garçon remarque le sac à dos du type, puis déplace son attention vers le bâton en bois. Un Jin-Sung contemplatif et sceptique atteint soudainement la clarté. Vous voyez, les personnes infectées ont anormalement faim, et le fait que ce type rationne ses provisions indique qu'il est tout à fait normal. Jin-Sung tend la main, mettant l'autre type sur les nerfs alors qu'il pointe son arme sur lui. Notre garçon réalise que peut-être Jae-sung le soupçonne en fait d'essayer de piller son sac, alors qu'en réalité, il ne voulait pas vraiment que cela se produise. Cherchant un moyen de résoudre la situation, Jin-Sung remet tranquillement son bâton de golf et adopte une attitude de soumission. De cette façon, il prouve son innocence. Pensant à des alternatives, il décide même d'offrir une cigarette à l'autre manager pour qu'il la fume. Cherchant dans sa poche, il sort son paquet et en offre une au type, montrant une fois de plus un intérêt pour le mensonge. Le type à lunettes est d'abord prudent, mais finit par baisser son arme. Après y avoir réfléchi, il accepte et demande poliment s'il peut en fumer une. Dans la scène suivante, ils se blottissent l'un contre l'autre. Malgré la horde de zombies qui attendent de déchirer leur chair à l'extérieur, au moins ils ont des cigarettes ici pour en profiter. Jin-Sung remarque même en plaisantant qu'il n'a rien eu d'autre qu'une barre chocolatée et une cigarette de toute la journée. Cela pousse l'autre type à fouiller dans son sac, ce qui confirme à Jin-Sung qu'il a dû piller des objets dans le salon. Le type sort une galette de nouilles et la casse en deux, conseillant à son nouvel ami de manger lentement et de bien la mâcher. Notre garçon accepte joyeusement et commence à la grignoter. Il entame une conversation, se demandant curieusement comment le manager de l'équipe de développement a pu mettre la main sur de la nourriture. Apparemment, Jae-sung a pillé ce qu'il pouvait sans prendre tout le frigo, ce qui les a fait rire tous les deux. Peu de temps après, ils tremblent tous les deux de froid pendant que le manager du développement explique la situation au deuxième étage. Les choses s'annoncent misérables là-bas. Se souvenant de ce qui s'est passé, il se souvient s'être senti piégé avec son collègue, ce qui les a forcés à partager la nourriture. Son ami a insisté pour qu'il passe à autre chose alors qu'il préférait attendre que quelqu'un les sauve. En fin de compte, l'ami de Jae-sung s'est fait dévorer par les zombies à cause de son impatience, laissant le type se débrouiller seul. D'après cette explication, notre garçon se rend compte qu'il y a plus que quelques zombies au deuxième étage. Heureusement, il n'y en a que 4 selon ce que ce type a vu. Au final, il a dû en laisser 2 par peur de perdre le courant. Il s'est donc frayé un chemin, se faufilant aussi lentement qu'il le pouvait tout en créant quelques distractions pour les zombies. Jin-Sung est en fait assez impressionné d'entendre que ce type a réussi à échapper indemne à 4 zombies. Deuxièmement, il apprend que c'est en fait Jae-sung qui a allumé le générateur de secours. Les types ont également sécurisé une rallonge pour charger les appareils électroniques importants. Mais à ce stade, notre garçon commence à se demander si leurs appareils électroniques ont encore de l'importance. Jae-sung est en fait assez choqué de l'entendre admettre qu'il n'a pas utilisé Internet. Notre garçon explique qu'il n'a pas trouvé de signal, mais le manager de l'équipe de développement révèle qu'Internet par satellite fonctionne parfaitement bien. De façon hilarante, le manhwa fait même référence au dernier projet Starlink d'Elon Musk, qui est la raison même pour laquelle Internet n'est pas un problème dans cet apocalypse.
Jae-sung révèle que bien que tous les serveurs ne fonctionnent pas, Internet fonctionne toujours suffisamment pour qu'il puisse l'utiliser. Toutes ces informations frappent notre garçon comme un camion. Il ne savait même pas que c'était possible. Étant le type cool qu'est, il propose de laisser charger le téléphone de Jin-sung maintenant que le sien est terminé. Peu de temps après, Jin-sung se connecte au réseau satellite, confirmant que tout fonctionne parfaitement bien. Il remercie énormément son ami de lui avoir tant appris. Mais étant le roi humble qu'est Jae-sung, il ne s'attribue aucun mérite pour cela. Leur moment d'espoir est anéanti lorsqu'il voit les lumières s'éteindre. Cela confirme que le générateur de secours est également définitivement hors service. Jin-sung demande ce que ce type veut faire ensuite, ce à quoi il répond qu'il va continuer à rester ici. Entre les lignes, notre garçon se rend compte que Jae-sung lui dit essentiellement de partir. Le fait est que ce type essaie simplement de préserver sa propre vie dans un environnement sûr. Avoir une autre personne qui gaspille ses ressources ne fera que lui imposer un fardeau. En même temps, même Jin-sung pense que leur partenariat ne serait pas bénéfique à cause de leur mentalité différente. L'un veut foncer, tandis que l'autre a l'intention de rester dans un environnement sûr. Naturellement, notre ami fait le premier pas, s'assurant qu'il n'y ait pas de conflit entre eux et décide de partir. Avant de partir, son ami décide de lui offrir un dernier cadeau pour le voyage. Il lui tend une lampe de poche et une pile de rechange parce qu'il en a plein pour se débrouiller. C'est une aubaine pour Jin-sung, qui les range dans son sac, pensant que cela l'aidera sur le long terme. En retour, notre ami lui offre joyeusement quelques cigarettes à fumer. Ils se séparent en bons termes, se souhaitant bonne chance et espérant se revoir bientôt. Sur ce, Jin-sung sort, de retour là où traînent les monstres moches. Il doit agir avant que le courant ne soit définitivement coupé. Remarquant la porte ouverte, notre ami se faufile devant les zombies et referme doucement la porte. Il est hors de danger maintenant et réfléchit à ses options. Tout d'abord, il pourrait potentiellement descendre au sous-sol sachant que sa voiture y est accessible. C'est un moyen d'échapper au danger après tout. Cependant, ce qui l'inquiète, c'est de savoir si c'est vraiment le bon moment de quitter ce bâtiment. Bien sûr, il est vrai qu'il doit quitter le bâtiment à un moment donné, mais partir trop tôt pourrait être tout aussi dangereux pour lui. C'est pourquoi Jin-sung choisit de monter à l'étage avec pour objectif de recueillir des informations auprès de l'entreprise avant de planifier son évasion. Malheureusement, c'est là que le courant est complètement coupé, l'obligeant à être encore plus prudent. Gardant son sang-froid, il fouille pour trouver sa lampe de poche. Jin-sung l'allume, se frayant méthodiquement un chemin vers le haut, sachant que les zombies ont pu changer de position en son absence. Avec des pas prudents, notre ami arrive jusqu'au 6e étage. C'est là qu'il soupçonne la présence d'un zombie. Malgré le danger encouru, il est allé assez loin pour ne pas pouvoir faire marche arrière maintenant. Reprenant son courage, il prépare son club de golf et avance. Un zombie particulier se ferait un chemin dans les escaliers dans toute sa splendeur hachée. Notre ami se contrôle jusqu'à ce qu'il voit la reine des mochetés hachées et s'agite de peur. Le gars se baisse littéralement pendant que ce zombie se transforme en super-fille et essaie de lui sauter dessus. Avec un swing de golf maladroit, cet homme lui fracasse la tête, la laissant aplatie comme un moustique mort sur le mur. Mais ce n'est pas suffisant pour la tuer car elle essaie de spammer la même attaque, mais notre ami lui frappe le visage avec son golf de destruction. Cette fois, le coup la fait tomber en bas des escaliers, laissant une mare de sang. À ce stade, cet homme la supplie pratiquement de ne pas se relever. Mais pour une raison quelconque, ce zombie persistant a encore la capacité de se tortiller. Le club de golf de Jin-sung est sacrément tordu à force de frapper cette saleté. Et avec une dernière prière, il porte le coup fatal, espérant en finir avec le zombie pour de bon. Heureusement, tout est fini. Le système le récompense avec une autre pièce lui permettant d'acheter un article dans le magasin. Jin-sung, de son côté, à l'aide d'épuisement tandis que son club de golf bien-aimé a subi des dommages irréversibles. Le tueur de saleté de zombies peut bien se reposer en sachant qu'il a gagné nos cœurs. De retour à notre ami, il est furieux et décide quand même de garder l'arme pour une autre utilisation plus tard. Son objectif principal maintenant est d'inspecter le zombie, se demandant d'où il pouvait bien venir. Dans la scène suivante, le gars vérifie la porte du toit, qui semble être verrouillée. Cela implique que le zombie vient d'un autre étage, laissant entendre que même le 7e étage n'est pas à l'abri du danger. Se frayant un chemin discrètement, notre ami pousse un soupir de soulagement. On dirait que le 7e étage est sûr. Prenant une pause, il boit de l'eau, se rappelant à quel point le zombie était implacablement rapide, sans doute même plus rapide que lorsqu'il était humain. C'était comme s'il était devenu un animal sauvage. Dehors, il remarque qu'il y a 2 zombies qui traînent. C'est une mauvaise nouvelle car s'ils sont aussi rapides que celui qui l'a combattu, cela signifierait qu'il ne survivra pas à 2 à la fois. C'est pourquoi l'excellente stratégie de Jin-sung est d'isoler ses adversaires, en s'attaquant à un à la fois. Soudain, il décide de jeter un coup d'œil à son téléphone, se demandant s'il y a de nouvelles informations sur les zombies. Le gars se demande vraiment s'il y a une sorte de nouveau patch de zombies ou une connerie du genre. Il existe un forum appelé la Galerie des Survivants où un groupe de personnes publie des messages de différentes régions parlant des conditions froides insupportables.
Ils parlent misérablement de leur propre situation pitoyable au lieu de souligner une nouvelle découverte sur les zombies. Déçu, Jin-sung se tourne vers ses propres découvertes. Une chose est sûre. Ces zombies utilisent principalement le son pour la détection et ont de terribles sens autrement. Ils ne peuvent pas être tués tant que leur tête n'est pas brutalement détruite. Et le fait évident est simple, on se transformera en zombie si on est mordu. Mais ces faits sont juste quelque chose que tout le monde connaît déjà. Sans nouvelle mise à jour sur le forum, Jin-sung soupçonne fortement que le gouvernement s'est effondré, ce qui signifie que personne ne viendra les secourir. C'est une sombre réalité, laissant les survivants persister seuls dans un monde parti en enfer. La scène passe au 5e jour de la tentative de survie. Le froid est devenu insupportable, même pour notre ami. Il risque de tomber malade, et dans un environnement comme celui-ci, cela garantit pratiquement la mort. Sachant que rester rigide n'aide pas, notre ami décide de se réchauffer avec quelques jumping jacks. Mais après l'exercice, naturellement, l'estomac gronde aussi. Bien qu'il ne mange normalement qu'un demi-morceau de chocolat avec la façon dont les choses se passent, il doit manger plus pour survivre. Grignotant sa barre, il décide d'enlever à nouveau ses chaussures dans un effort pour privilégier un voyage plus léger. Ces chaussures ne l'aident certainement pas avec le bruit de toute façon, donc elles sont inutiles à transporter. En ce moment, Jin-sung a absolument besoin de se procurer de la nourriture s'il veut survivre. En utilisant les informations du manager Choi Jae-song, il se rappelle qu'une partie de la nourriture devrait encore être ici dans le salon. Notre ami soupçonne que c'est dans le même sac du collègue qui est mort en essayant de s'échapper, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose non plus compte tenu de ce qui lui est arrivé. Tout d'abord, il va devoir affronter 4 zombies en solo, ce qui est préoccupant. Ce n'est pas comme s'il pouvait voler le sac et s'échapper sans être détecté non plus. La réponse logique et peut-être la seule dans cette situation est de les battre un par un et de sécuriser le sac. Alors Jin-sung commence à suivre ses cibles, localisant un zombie dans la pièce 1, un autre dans la pièce 2, un troisième dans la salle de l'équipe commerciale. Mais le plus louche est de localiser le dernier zombie car il est introuvable. Sachant qu'il n'y avait pas de cadavre sur le chemin de la sortie, Jin-sung comprend que le dernier zombie doit se cacher quelque part au moins. Mais avec ses nombreux connards prêts à le dévorer, il a besoin d'armes appropriées pour les gérer en conséquence. Vérifiant l'une des pièces, Jin-sung apprend qu'elle est libre et décide de s'y faufiler. La bonne chose à propos de cette pièce est qu'un scan rapide lui montre qu'un tas de fournitures sont encore disponibles même s'il n'y a pas de nourriture. Dehors, il entend déjà l'un des zombies traîner. Notre ami serre la lampe de poche entre ses dents, attrape une tasse pour faire la distraction idéale, et la jette au loin. Jin-sung déclare le début de sa chasse. Et au moment où la tasse touche le sol, le zombie se jette avec une vitesse incroyable pour chasser la source du son. Mais il a complètement oublié que notre ami attendait ce coup de circuit en or. Le zombie jette un coup d'œil à sa gauche, faisant essentiellement l'expression « Oh, merde, je suis cuit ». Jin-sung enfonce le club de golf dans son putain de visage, le tuant instantanément. Le son attire les autres zombies, mais notre ami ferme rapidement la porte avant qu'ils ne puissent entrer de force. Avec cela, il a réussi à éliminer sa première cible. Jin-sung est vraiment heureux, peut-être un peu trop heureux, car il oublie rapidement le zombie qui partage une pièce avec lui. L'infecté attrape son pied indiquant qu'il n'est toujours pas mort. La sensation soudaine fait que notre héros se retourne de peur seulement pour voir un zombie rampant agrippant sa jambe et grognant comme un chien enragé. Avide d'une bouchée, la créature se jette en avant avec la bouche grande ouverte tandis que Song reste là, figé dans un pur choc. La lampe de poche glisse de sa bouche et tombe sur le sol alors que l'instinct entre en jeu, et il claque son pied sur la tête du zombie, l'épinglant fermement en place pendant qu'il bave sur tout le sol. Il étire ses bras pour l'attraper à nouveau, mais il recule, maintenant clairement irrité par la situation. Sans une seconde pensée, notre héros balance son club de golf avec force et fracasse le crâne du zombie, l'envoyant directement dans l'autre monde. Quand c'est enfin fini, il se tient juste là à côté de la mare de sang, serrant sa tête alors qu'il essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Mais avant qu'il puisse reprendre son souffle, une main claque soudainement contre la fenêtre juste à côté de lui, le ramenant à la réalité. Il se retourne, choqué, et voit une horde de zombies essayer d'entrer. À ce moment-là, il réalise soudain qu'il reste encore de ces monstres. Sans se soucier de l'hygiène, il remet la lampe sale dans sa bouche, déterminé à en finir avant qu'il n'y en ait plus. Arrivé dans la pièce suivante, il fracasse sa canne de golf à travers la fenêtre, surprenant complètement les deux zombies à l'intérieur. Notre héros lance alors un petit objet métallique à travers la pièce, et les deux zombies tournent instantanément la tête. L'un d'eux se précipite immédiatement dessus, tandis que l'autre reste debout, confus par ce qui se passe. Song braque sa torche directement sur celui qui est immobile, et le reste appartient à l'histoire. Pendant ce temps, le zombie au sac à dos court sauvagement dans la pièce, sautant même par-dessus le bureau pour poursuivre l'objet, qui n'est qu'une cuillère. Il se retourne, confus, et court à toute vitesse, mais notre héros lui assène un dropkick en plein dos, l'envoyant s'écraser au sol. Sans perdre de temps, il lève sa canne de golf et la fracasse, envoyant la pauvre créature directement en enfer. Le coup final brise complètement son arme,
tandis que le système l'informe qu'il a gagné 4 pièces supplémentaires. Un peu découragé d'avoir perdu son arme, il s'accroupit à côté du zombie pour récupérer des provisions. Song détache le sac à dos et le passe sur ses épaules, satisfait de constater qu'il a un certain poids. Le soulagement est de courte durée car il réalise vite qu'il n'est qu'une demoiselle en détresse sans arme, et il se retourne pour quitter la zone précipitamment. Au moment où il s'apprête à partir, il s'arrête. Après tous les efforts qu'il a déployés pour arriver ici, il serait plus intelligent de vérifier les lieux correctement. Il se souvient que Jae-sung avait mentionné que le directeur adjoint s'était caché dans la salle de repos et n'avait probablement pas eu le temps de fouiller le reste du bureau. En fouillant chaque bureau un par un, notre héros retrouve le moral lorsqu'il découvre une réserve de compléments alimentaires ainsi qu'une batterie externe. Sur cette petite lancée de chance, il insiste et décide de vérifier également le bureau de l'équipe de développement 2. Mais à ce moment-là, un bruit sourd retentit derrière lui. Pendant un instant, il se demande si c'est un autre zombie. Mais se souvenant qu'il n'a plus d'armes, il prend la décision rapide de fuir et de vivre pour se battre un autre jour. Notre héros se glisse dans une pièce voisine et se cache derrière un bureau, serrant son sac à dos contre lui. Alors qu'il commence enfin à se calmer, il murmure pour lui-même qu'il est étrangement réconfortant d'être en sécurité dans un endroit aussi angoissant qu'un bureau. La réalité commence à s'installer à nouveau, alors il décide de fouiller le sac à dos et de voir quel butin il a obtenu. Après avoir vidé le contenu, il fait une liste comprenant 3 paquets de snacks, des ramen, des biscuits et une canette de coca dont aucun joueur ne peut se passer. Notre héros se met à rire comme un fou et ferme les yeux en paix en pensant qu'avec ses provisions, il peut sûrement tenir 30 jours à condition d'avoir de l'eau propre. Puis son corps commence à frissonner, et le froid le frappe à nouveau alors que l'adrénaline se dissipe enfin de son corps tandis que ses chaussettes trempées de sang le rendent encore plus froid. Notre protagoniste décide de se laver un peu, laissant ses chaussettes sécher pendant qu'il nettoie le sang de ses pieds. Il est agacé par la froideur de l'eau, comme s'il n'était pas en pleine catastrophe apocalyptique. Cependant, il se fige au moment où il remarque des marques sur sa jambe, son visage pâlissant sous le choc. Il se souvient que le zombie du début lui avait attrapé la jambe et se sent soulagé de ne pas se transformer en zombie car ce ne sont pas des marques de morsure. Toujours incertain, il parcourt le fil d'actualité et tombe sur un message disant qu'une personne allait bien des jours après avoir été griffée. Il se réjouit instantanément et s'appuie contre le lavabo avec un soupir de soulagement. Bien que ses problèmes soient loin d'être terminés car maintenant qu'il s'est lavé les pieds, le froid lui donnera des engelures s'il ne les réchauffe pas. Notre garçon ouvre alors le menu de la boutique car il se souvient qu'il y avait des options de vêtements d'hiver disponibles la dernière fois. En regardant les accessoires chers, il est irrité car cela n'a aucun sens de vendre chaque article séparément pour 3 pièces ou pourquoi des gants et des chaussures coûtent la même chose qu'un ensemble de vêtements entiers. Désespéré d'avoir un peu de chaleur, il décide d'acheter les bottes en premier, qui se matérialisent juste devant lui comme si c'était vraiment un jeu. Il les ramasse avec surprise et les enfile pour vérifier la taille, pour constater qu'elles lui vont parfaitement, presque comme si elles avaient été faites sur mesure pour lui. Il réalise vite que les bottes seules ne suffisent pas pour lutter contre le froid, alors il fait défiler la boutique à la recherche d'autres articles. Après avoir fait défiler sans fin les articles, il reçoit soudain une alerte et pense immédiatement que c'est peut-être celle dont il a besoin. Il achète une poche chauffante pour une pièce, et il la met sur ses pieds pour les aider à se réchauffer. Bien qu'il se plaigne qu'une poche chauffante pour une pièce soit beaucoup trop chère, il ressent toujours un soulagement dans la chaleur et se réconforte en pensant qu'il survivra d'une manière ou d'une autre à la situation. Au 7e jour, notre héros apprend que l'approvisionnement en eau du bâtiment a finalement été coupé. Il inspecte donc rapidement sa réserve de bouteilles d'eau qu'il avait mise de côté pour les urgences et découvre qu'il lui reste 2 litres, ce qui lui permettra probablement de tenir 3 ou 4 jours de plus. Il s'affale sur le comptoir près de la fenêtre et se demande pourquoi les choses empirent toujours exactement au moment où il trouve la moindre lueur d'espoir. Notre héros fait ensuite défiler son téléphone pour vérifier s'il y a de nouvelles informations sur les zombies et trouve un message d'un utilisateur qui affirme qu'il va prendre le risque de se rendre au supermarché. Un utilisateur anonyme lui demande s'il sort vraiment, et il répond avec assurance qu'il est déjà parti et qu'il publiera un nouveau message s'il revient vivant. L'utilisateur anonyme l'encourage donc en le soutenant. Après cela, notre héros met son téléphone de côté et se sent triste que le nombre de messages diminue de jour en jour, ce qui signifie qu'il ne reste presque plus de survivants. Il se dirige vers la fenêtre pour confirmer ses soupçons et ne remarque pas beaucoup d'humains à l'extérieur, mais il garde l'espoir que les gens doivent se cacher quelque part. Au 8e jour, il vérifie son téléphone et constate qu'un utilisateur anonyme a demandé si l'aventurier était revenu du supermarché. Mais même après une journée entière, aucune réponse n'est apparue sous son message. L'utilisateur anonyme suppose que l'aventurier est mort et lui rend discrètement hommage. Cela met Son en colère, bien qu'il reste reconnaissant d'avoir encore assez de nourriture et d'eau pour survivre s'il parvient à sortir vivant du bâtiment. Le seul problème est qu'il ne peut pas survivre tout seul dans le monde extérieur, il sait donc qu'il doit trouver d'autres survivants afin de se faire des alliés. À ce moment-là, il découvre un nouveau problème car il ne peut pas fouiller les différents étages du bâtiment tout en combattant les zombies sans une arme appropriée, et il ne lui reste plus que sa dernière canne de golf,
qui est si fragile qu'elle ne résistera pas après avoir assommé plus de quelques zombies. Il ouvre donc l'écran de statut et fixe impuissant le marteau à écraser les crânes de zombies, qui coûtent 5 pièces. Mais comme il n'en a que 2, il ferme l'écran et pense que, bien qu'il ait l'air incroyable, le marteau est trop cher, et qu'il pourrait simplement acheter plus de vêtements d'hiver et de poches chauffantes pour ce prix. Ensuite, notre garçon concentre son attention sur la recherche d'objets utiles au 4e étage, mais il remarque soudain quelque chose qui le fige dans la confusion. Toute la scène est couverte de sang, et il n'y a pas une seule personne en vue. Notre garçon remarque que les taches de sang sentent la puanteur de zombies, ce qui est étrange car il ne voit aucun cadavre de zombie traîner. Il ne peut que se demander ce qui a pu se passer là. Quand il essaie la porte de la salle de direction, il constate qu'elle est verrouillée. Song suppose que quelqu'un pourrait se cacher à l'intérieur, alors il colle son oreille contre la porte et attend. Après n'avoir rien entendu du tout, il fracasse la poignée avec sa canne de golf et enchaîne avec un solide coup de talon qui ouvre la porte en grand. Au lieu de survivants, il trouve une montagne de cadavres avec au moins 10 zombies empilés ensemble. Voyant cela, il se demande quel genre de bête a pu faire une chose pareille et si son entreprise a déjà eu quelqu'un avec ce genre de force monstrueuse. Il comprend la situation et se fixe un nouvel objectif, faire de cette personne son allié. Après avoir fouillé les bureaux pendant un certain temps et n'avoir rien trouvé d'utile, il réalise que tout l'endroit a déjà été nettoyé. Il lui vient à l'esprit que cette personne a dû tout prendre auparavant. Le niveau de minutie lui fait se demander si une personne obsessionnelle pourrait faire cela, et il envisage même la possibilité qu'il y ait plus d'une personne. Il ne peut s'empêcher de se demander s'ils sont encore quelque part à l'intérieur du bâtiment. À ce moment-là, il remarque une note coincée à l'intérieur du distributeur d'eau. À l'intérieur, l'auteur le félicite d'avoir atteint le 4e étage, puis s'excuse d'avoir pris toutes les provisions tout en lui conseillant de ne pas perdre de temps à regarder autour de lui. L'auteur poursuit en le mettant en garde contre la salle du directeur général, en expliquant que tous les cadavres y ont été entassés et qu'un ensemble de jupes a été laissé dans l'un des placards pour ceux qui pourraient en avoir besoin. Enfin, il donne un avertissement sévère que le 5e étage doit être évité à tout prix. L'auteur explique son plan de partir pour une île de la côte ouest où la vie pourrait être un peu plus facile. Il note même la date et l'heure, faisant réaliser à notre héros que s'il était arrivé un seul jour plus tôt, il aurait pu rencontrer la légende en personne. L'auteur s'avère être Yoon Yeok-jae de l'équipe de comptabilité, et l'homme espère rencontrer un jour son cher lecteur. En lisant cela, Song se souvient instantanément du collègue, celui qu'il avait l'habitude de taquiner en l'appelant un agent des services spéciaux. Tout prend parfaitement son sens maintenant car cela explique comment Yoon a pu gérer autant de zombies tout seul. Au moment où Song plie le papier, il remarque un autre message écrit au dos. Il indique que Yoon a laissé un cadeau dans le tiroir pour sa femme. Le cœur de Song bondit à l'idée d'un trésor caché, et il se précipite vers le tiroir pour n'y découvrir que 2 paquets solitaires de café instantané. À ce moment-là, il réalise que Yoon lui a fait une sacrée blague. Le 10e jour, Song s'assoit près de la fenêtre et déguste un choco-pie en relisant la note. Il repense à l'étrange avertissement que Yoon avait laissé à propos du 5e étage. Selon Song, cet étage ne devrait pas avoir beaucoup de zombies du tout car c'était là où se trouvait le bureau du PDG. Pourtant, il ne le remet pas trop en question et se persuade que Yoon devait avoir une bonne raison. Ses pensées se tournent ensuite vers le monde vide à l'extérieur, et il remarque qu'il n'a pas vu de survivants depuis un certain temps. Chaque jour qui passe, la possibilité de rencontrer un allié diminue. Il se demande s'il devrait fouiller d'autres étages puisqu'il n'a trouvé personne la veille. Alors qu'il se tient là à peser ses options, un rayon de lumière frappe soudainement son visage, et Song réalise vite que c'est un signal de quelqu'un à l'extérieur du bâtiment. Il remarque que l'autre gars pointe quelque chose et se sent vraiment heureux de la possibilité qu'il y ait d'autres survivants. Cela attire immédiatement l'attention de Song. Il regarde donc d'un peu plus près et aperçoit l'homme tenant une feuille de papier alors qu'il réalise qu'il doit essayer de lui communiquer quelque chose. Une idée jaillit dans sa tête, et il fouille dans ses poches, sortant l'appareil photo de son fidèle téléphone Samsung et utilisant la fonction zoom. Sa rapidité de réflexion porte ses fruits car il parvient à lire le message, qui lui dit qu'il y a encore des gens vivants dans son bâtiment, et qu'ils veulent qu'il fasse équipe. Notre héros est ravi à l'idée d'autres survivants, mais pour l'instant, il décide de se concentrer sur les personnes du 6e étage. Ramassant sa canne de golf restante, il se décide à explorer la zone. Plus tard, il arrive au 6e étage et est pris au dépourvu en voyant que l'entrée n'est pas bloquée, se demandant si les autres ont dégagé le passage pour lui. Il appelle d'éventuels survivants et se présente d'un ton amical, mais personne ne répond. En avançant, il réalise que toute la pièce est en désordre, comme si quelqu'un cherchait désespérément quelque chose. L'endroit lui donne une très mauvaise impression et le fait se demander si d'autres personnes sont passées par ici avant lui. Soudain, un zombie essaie de l'attaquer par surprise. Heureusement, Song détecte le danger à la dernière seconde et saute rapidement en arrière tout en préparant son arme. Le zombie parvient quand même à le pousser au sol, essayant de le clouer tandis que sa bave immonde dégouline sur son visage. Désespéré de rester en vie, notre protagoniste lui donne un coup de pied droit dans le ventre, repoussant le zombie juste assez pour qu'il puisse se relever.
Song ne gâche pas sa chance et se précipite en avant pour porter un coup puissant qui envoie le zombie s'écraser au sol. Le combat ne s'arrête pas là, et notre héros ramasse immédiatement une armoire de toutes ses forces et la jette sur la tête du zombie, l'envoyant rejoindre ses frères dans l'au-delà. Le système informe notre héros de sa récompense d'une pièce, et il remarque que cela ressemble plus à une cloche de la mort qu'à autre chose. Il regarde autour de lui, convaincu qu'il devrait y avoir des survivants ici, et commence à se demander si l'homme de l'autre côté du bâtiment lui a menti. Soudain, il entend un clic à proximité qui le fait se retourner, et il réalise que ce n'était peut-être pas un mensonge après tout. Il appelle la personne à l'intérieur, lui assurant qu'il n'est pas là pour faire de mal, mais il n'y a toujours pas de réponse. Il continue d'essayer et explique qu'il est venu ici à la recherche de partenaires, tandis que la personne à l'intérieur serre fermement la poignée de la porte comme si elle refusait de la lâcher. Notre héros continue à bavarder, mentionnant qu'il fait partie du service des ventes dans le bâtiment. Sans réponse, il finit par préparer son gourdin pour défoncer la porte. Mais avant qu'il ne puisse le faire, une voix de l'intérieur l'appelle soudain et lui demande s'il est le manager Song. À ce moment, la porte s'ouvre, le prenant complètement par surprise, et l'employé s'avère être Sian, qui semble incroyablement soulagé de voir enfin un visage familier. Plus tard, il s'assoit à l'intérieur et commence à parler de tout ce qui s'est passé. Sian explique que la nuit dernière, quelqu'un était venu frapper à sa porte et l'avait supplié de le laisser entrer, mais elle a senti que quelque chose n'allait pas et a refusé. Une fois qu'il a réalisé qu'elle était seule, il a essayé de forcer l'entrée, ce qui l'a fait se retirer dans la salle de pause pour se cacher. En moins d'une heure, l'homme à l'extérieur s'était transformé en un buffet de zombies et avait fini par être converti lui-même. Notre héros comprend alors que le zombie qu'il vient d'éliminer était probablement cet homme. Changeant de sujet, il lui demande si elle a des armes, et elle lui montre une lance en bois. Cela lui donne l'impression qu'elle ressemble beaucoup à l'arme de Jae-sung, alors il lui demande si elle a été fabriquée à partir d'une serpillière. Elle confirme et explique qu'elle a utilisé un cutter pour l'aiguiser, ce qui en fait un outil étonnamment utile. Notre héros remarque le sang séché sur la pointe et se demande si elle a déjà réussi à tuer un zombie, mais réalise rapidement à quel point cela serait risqué et à quel point il est plus difficile pour quelqu'un comme elle de gérer ce genre de danger. Sion continue de parler des détails de sa lance tandis que notre héros l'étudie simplement avec un regard sérieux, déjà convaincu que les femmes sont pratiquement handicapées dans ce genre de monde. Il sait que les zombies sont une chose, mais le vrai danger vient aussi des gens qui ne sont pas conscients de leur environnement. N'ayant plus rien à faire, notre héros décide de partir, ce qui fait paniquer la fille et elle lui attrape fermement la main. Elle hésite en demandant s'il s'en va vraiment, mais il s'excuse et dit qu'il doit le faire. Sa panique ne fait que croître, et elle lui dit désespérément qu'elle ne pense pas pouvoir survivre seule. Il retire sa main et s'excuse une fois de plus, mais elle serre le poing et dit au hasard qu'elle faisait de l'escrime à l'époque. Cela le rend très confus, mais elle insiste sur le fait que c'est vrai et soulève la lance avec du sang séché dessus, et elle déclare avec confiance que c'est elle qui a éliminé les zombies au 6e étage. Elle se tourne ensuite directement vers lui et affirme qu'il regrettera de l'avoir laissé derrière. Les mots le laissent trop abasourdi pour répondre, et elle commence rapidement à se vanter qu'elle a remporté une médaille d'argent au festival national. Cela déclenche instantanément un déclic en lui, et il lui serre la main, acceptant de faire équipe. Sans perdre de temps, il lui tend le sac à dos rempli de toutes les provisions qu'il a collectées plus tôt. Ensemble, ils fouillent toute la pièce, et il lui dit de commencer à prendre des piles de secours. Elle a l'air confuse et demande si les connexions ont déjà été rétablies. Il explique calmement à propos de Starlink, et ce petit détail la fait s'illuminer d'excitation comme un enfant qui vient de recevoir des bonbons. Notre garçon lui demande combien de zombies elle a réellement géré, et elle répond fièrement qu'il y en avait 8, sans compter celui qu'il a achevé. Juste après, elle crie joyeusement qu'elle a trouvé les piles, tandis qu'il reste là, choqué qu'elle ait réussi à éliminer 8 zombies toute seule. Une fois qu'ils ont fini de ranger leurs affaires, elle demande s'il devrait partir maintenant, mais il lui dit d'attendre un instant. Ses yeux se rétrécissent lorsqu'il remarque d'étranges marques sur la porte, et il lui demande ce que c'est. Séon explique que le type de tout à l'heure n'arrêtait pas d'essayer de la défoncer, bien qu'elle ne sache pas quel outil il utilisait. En regardant plus attentivement autour de lui, notre héros aperçoit un objet brillant caché sous des papiers. Il le ramasse avec excitation, tandis que la fille nerd fait remarquer avec désinvolture que c'est un pied à coulisses. Il se sent ravi de tomber enfin sur un outil en métal robuste qui ne se cassera pas comme ses clubs de golf et teste rapidement son poids dans ses mains. Il marmonne que cela lui semble un peu court pour être utilisé comme une arme appropriée, mais sa collègue sourit simplement et lui dit qu'elle a déjà une solution solide pour cela. Sayana a attrapé le pied à coulisses et a fait des conneries d'art et d'artisanat pour utiliser sa force et étendre sa portée. Aussi solidement qu'elle le pouvait, elle a attaché l'outil en métal lourd au bout de son bâton de meurtre de confiance. Le bord tranchant est d'un côté, et le pied à coulisses lourd est de l'autre. C'est une arme double face assez utile. Vous pouvez frapper comme une lance et assommer comme un pied à coulisses, l'invention parfaite. Séon a été très satisfaite de sa créativité. Elle montre déjà que la mener avec lui est la meilleure décision que Song Jin-song prendra. Peut-être qu'avoir plus de personnes ne signifie pas plus de personnes avec qui se battre.
Être dans une équipe pourrait rendre de grandes choses possibles. Ensuite, ils ont fait un inventaire de leurs fournitures. Ils ont une répartition assez égale de la nourriture, ils n'auront donc pas à s'inquiéter de cela pendant un certain temps. Parmi les affaires de Sion-A, il y avait une poêle à frire. Elle a personnellement apporté cette chose au bureau le jour de l'apocalypse. Elle était censée la faire rembourser au magasin où elle l'avait achetée à cause de la couleur. Avec cette chose, il pourrait faire fondre de la neige pour avoir de l'eau. Elle détourna le regard avec embarras. Elle utilisait cette poêle dans un but différent. La poignée est un peu glissante. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Changeant de sujet, elle demanda comment Jin-sung savait qu'elle était là. On aurait dit qu'il savait déjà qu'il y avait quelqu'un dans la salle de pause avant que Seon-A ne se fasse connaître. Il a avoué qu'il avait obtenu ces informations du bâtiment de l'autre côté de la rue. Quoi qu'il en soit, ils ont utilisé une lumière pour attirer son attention et ont écrit une note pour unir leurs forces. Il a montré à Seon-A la photo de la note, et elle a reculé. Contrairement à Jin-sung, elle était assez sceptique quant au message. En y repensant maintenant, s'associer précipitamment avec des inconnus entraînera forcément beaucoup de risques et de facteurs imprévisibles. La raison pour laquelle Seon-A a même insisté pour former une équipe avec lui était qu'ils se connaissaient déjà avant que tout ne parte en vrille. Il est difficile de trouver quelqu'un de fiable dans l'apocalypse, encore plus pour une femme. Elle ne peut pas s'associer avec n'importe qui. C'est compréhensible. Comprenant ses réserves, Song Jin-sung renonce volontiers à l'idée de rejoindre les personnes de l'autre bâtiment. Seon a été juste contente que quelqu'un écoute son opinion. Sur une autre note, elle a partagé que le déplorable manager Choi pourrait encore être vivant. Ce patron cochon est solide pour de vrai. Elle a supposé qu'il pourrait se terrer à un autre étage. Il était isolé avec elle au 6e étage le premier jour, mais il a réussi à bouger. Sion-A s'est enfermé dans la salle de pause, et le cochon était dans la salle de bain. Il a demandé de l'aide, mais elle a figé de peur et a ignoré ses supplications. Il lui a fallu beaucoup de temps pour ouvrir la porte et constater que le manager s'était échappé d'une manière ou d'une autre. Il est probablement parti dans la nuit du 2e jour. Depuis lors, Sayana a soigneusement inspecté les 4e, 2e et 1er étages. Elle a pillé un peu. En supposant qu'il ait survécu et n'ait pas bougé, le manager pourrait se cacher au 3e ou au 5e étage. Alors que la nuit s'approfondissait, Seon-A se retira dans son coin, endura le froid et s'assoupit. Song Jin-sung craignait que les survivants voisins n'atteignent le manager Choi et ne fassent équipe avec le gros con. Ils pourraient agrandir leur groupe et devenir une menace pour lui et Sion-A. Se sentant entraîné dans un scénario hypothétique du pire des cas, Jin-sung secoua la tête et rejeta pour l'instant les facteurs externes incontrôlables. Pour se sentir mieux, il regarda son nombre de pièces qui augmentait lentement. En ce moment, il peut s'offrir un autre équipement d'hiver confortable. Un bonnet d'hiver serait parfait maintenant. Mais avant qu'il ne puisse cliquer impulsivement sur le bouton d'achat, des images des pieds meurtris de Sion-A ont traversé son esprit. L'apocalypse est en cours, et il pense aux pieds. Elle risque d'avoir des engelures. Si elle succombe à cette douleur, elle ne pourra plus bouger, juste un autre poids mort. À bien des égards, lui donner des bottes confortables est un choix logique. Alors que sa camarade dormait, il faisait du shopping pour lui offrir des bottes. Au dernier moment, il a hésité et a fermé la fenêtre de la boutique. Il s'est maudit d'être un connard égoïste de ne pas dépenser seulement 3 pièces pour une camarade et de ne penser qu'à son propre confort. Repoussant cette culpabilité au plus profond de son esprit, il a justifié qu'il n'avait pas à bouger tout de suite, donc il pouvait retarder la décision pendant un petit moment. Le matin venu, il s'est réveillé et a trouvé Seon-A en train de naviguer avec enthousiasme sur son téléphone. Il lui a demandé s'il lui restait beaucoup de batterie, et elle a été prise au dépourvu. Pendant la nuit, ils ont chargé la batterie qu'ils avaient trouvée hier et en ont mis une de côté pour les urgences. Regardant la batterie de son téléphone diminuer, elle a soulevé le fait que l'entreprise avait installé un générateur d'énergie solaire sur le toit. Il ne savait pas qu'ils avaient quelque chose comme ça, donc il n'a jamais pris la peine de vérifier le dernier étage. Seon a été brièvement en charge d'un projet de soutien lié à une petite et moyenne entreprise. Elle a été informée que toute l'installation avait été installée, mais un défaut a été trouvé avant qu'elle ne soit officiellement vendue, donc le projet a été interrompu. Elle ne connaît pas les détails exacts de ce soi-disant défaut, mais elle est certaine que ce n'était pas un gros problème de sécurité. Même si l'installation d'énergie solaire n'était qu'une version d'essai, elle devrait quand même être utile. Elle était brièvement en charge du projet, donc elle sait comment le faire fonctionner. Avec la perspective d'une grande ressource disponible, Jin-sung a accepté avec enthousiasme de vérifier cela. La montée des escaliers s'est déroulée sans problème jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte du toit. Ils ont dû unir leurs forces pour pousser la porte bloquée par un gros morceau de neige. Bien sûr, le toit serait un enfer blanc rempli de neige en ce moment. Ils se sont retournés et ont regardé le point culminant de leur immeuble de bureau. Là-haut, se trouve la clé de l'énergie illimitée. Jin-sung a regardé autour de l'endroit et a finalement trouvé l'échelle attachée. Il a essayé de la tirer vers le bas, mais elle était coincée et gelée. Le premier barreau de l'échelle était assez haut. Il serait difficile de monter dessus. Seon-A, se portant volontaire pour être la première à monter, a demandé un coup de pouce. Heureusement, toute la plateforme n'était pas trop haute,
donc il a suffi d'un saut boosté décent pour l'escalader. Peut-être est-ce parce qu'elle était une athlète décorée, mais ses mouvements sont si légers et mesurés. Seyon a tâtonné sur la plateforme, essuyant les piles de neige du mieux qu'elle pouvait, jusqu'à ce que finalement, les panneaux solaires se révèlent sous la surface moelleuse. Elle a transmis avec enthousiasme la nouvelle à son nouveau partenaire. Les panneaux ne sont pas si grands, donc elle peut les démonter et les descendre. Après quelques minutes de bricolage, elle a sécurisé la première pièce et a travaillé avec soin avec Jin-sung pour la récupérer. Ils ont répété le processus fluide 3 fois de plus. En fin de compte, ils ont quitté le toit avec 4 panneaux solaires qui pourraient être une ressource cruciale. C'était une mission difficile et épuisante, mais ils ont réussi grâce au travail d'équipe. Comme l'a affirmé Seon-ha, l'installation était un jeu d'enfant. Elle a terminé en quelques minutes seulement. Ces panneaux sont plus efficaces à l'extérieur, mais ils ne peuvent pas vraiment les laisser sur un champ enneigé. Avec tous les nuages sombres bloquant perpétuellement la lumière du soleil, ce ne sera pas très efficace. D'après ce dont elle se souvient, une journée ensoleillée pourrait charger un téléphone à environ 50%. Le soleil est à peine visible maintenant, alors autant tester le niveau de référence actuel de leur nouveau panneau. Ils ont laissé un téléphone branché pendant une journée entière, et cela ne leur a donné que 8% de jus. Pour charger complètement le téléphone, il faudrait 12 jours de plus que 12 jours. Ce n'est pas du tout un bon rendement. L'enthousiasme de Seon-ha de la veille s'était complètement évaporé. Après tous ces efforts et ce travail manuel, ils ont été récompensés par 8% de la batterie. Jin-sung n'a pas pu s'empêcher de regarder ses pieds frissonnants et meurtris. Il est vraiment comme moi. Il s'attendait déjà à un mauvais rendement, mais avoir raison est toujours décourageant. En regardant le bon côté des choses, Jin-sung a trouvé quelque chose. Il vient peut-être de trouver le meilleur endroit où aller s'ils décident un jour de quitter l'immeuble de l'entreprise. Ils n'auront pas à aller loin. Ils peuvent consulter l'entrepôt logistique de l'entreprise à proximité. Cet endroit pourrait avoir de la nourriture et des outils essentiels pour la survie. Le problème est d'y arriver. Ils pourraient probablement sécuriser une voiture, mais naviguer sur les routes verglacées sans GPS pourrait être un gros problème. Ils pourraient compter sur les téléphones pour peut-être dessiner une carte sur papier. Seon-ha lui a assuré qu'il pouvait aller à l'entrepôt sans carte. C'est près de chez elle après tout. Elle passe souvent par cet endroit lorsqu'elle se promène. Chaque jour qui passe ensemble, cette femme continue de prouver que faire équipe avec elle était la décision la plus sage. Avec une partenaire de fin du monde et un objectif, Seon-ha se sent dynamisé. Cette fille n'est pas talentueuse et est toujours prête à relever des tâches difficiles. Elle fait sa part même avec des pieds compromis. Elle n'a même jamais convoité ses bottes d'hiver. Avec cela en tête, il a pris sa décision. C'était une question très étrange, mais il a demandé la pointure de ses pieds. Il a menti et a inventé une histoire sur la façon dont il avait vu une paire de bottes quelque part plus tôt. En entendant cela, son visage s'est illuminé, et elle a volontiers répondu même si le raisonnement avait des trous béants. Elle s'est même portée volontaire pour l'accompagner et récupérer les dites bottes. Jin-sung a rapidement couru vers la porte et lui a demandé de rester sur place. Il ne peut pas encore lui montrer sa capacité bizarre. Après quelques minutes, il est revenu avec une paire de bottes d'hiver élégantes qui allaient parfaitement à Seon-ha. Lorsqu'il lui a offert ce cadeau inestimable, le système a indiqué qu'un groupe avait été formé avec succès. C'est un nouveau développement. Le système a expliqué que les pièces acquises par un membre du groupe seront automatiquement ajoutées à la banque de Jin-sung. Cela signifie que former une équipe plus grande apporterait plus d'avantages. Offrir des articles de la boutique d'autres survivants pourrait être le déclencheur. Pendant qu'il était perdu dans ses pensées, Seon-ha l'a chaleureusement remercié pour les bottes confortables. Il était tellement concentré sur la théorie des autres fonctions que le système pourrait avoir qu'il ne l'a même pas entendu. Voir sa main traverser l'invite du système l'a sorti de sa torpeur. Jin-sung s'est excusé en disant qu'il était juste un peu étourdi à cause de la faim, et cette femme douce lui a offert quelque chose à manger de ses réserves. Repoussant les mystères du système au fond de son esprit, ils sont retournés à leur endroit pour manger un morceau. Voilà, 14 jours se sont écoulés depuis l'épidémie, et le blizzard perpétuel a commencé. Leur réserve d'eau est épuisée depuis 3 jours. La soif commence à se faire sentir. Aujourd'hui est le jour pour tester la casserole et faire fondre de la neige. Seon-ha s'est chargé d'aller chercher du papier à brûler. Comme il y a un risque de propagation du feu à l'intérieur du bâtiment, ils ont décidé d'allumer le feu sur le toit. Cette pratique comporte également un ensemble de risques. S'ils allument un feu à l'extérieur, la fumée pourrait attirer des pillards cachés à proximité. Ces personnes se déplacent généralement en groupe. Avec l'état du monde dans le chaos, les pillards sont tenus de se regrouper pour commettre toutes sortes de crimes inhumains. Ils voleront, assassineront, agresseront et commettront des violences sexuelles à leur guise. Jin-sung voulait attendre pour faire un feu pour éviter d'attirer l'attention des mauvaises personnes, mais ils n'ont plus le choix. Avec un briquet, ils ont enflammé des documents et les ont empilés dans un tiroir métallique. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu aussi chaud. Pendant une minute, Seon-ha et Song Jin-sung ont partagé la chaleur du brasier. Ils ont mis de la neige dans sa précieuse poêle et ont réussi à faire fondre de l'eau. Désespérés de s'hydrater, ils ont partagé une tasse d'eau chaude. Ça faisait si longtemps qu'ils n'avaient pas bu une goutte d'eau potable, sans parler de quelque chose de chaud.
Séon a été émue aux larmes. Elle commençait à oublier qu'une telle chaleur existait dans ce monde cruel. Ils ont partagé une soirée agréable, heureux de ne pas avoir abandonné et de s'être trouvés. Ces petites choses peuvent donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. La nuit passa tranquillement, et le 15e jour de survie arriva. Séon s'est réveillée la première et a doucement poussé Jin-song à ouvrir les yeux. Elle a remarqué quelque chose sur l'autre bâtiment et le lui a montré. Le type qui observe d'en face a envoyé un autre message. Le message dit que les autres survivants viennent à eux. Pour être précis, ils traversent pour unir leurs forces. Cette nouvelle a réveillé Jin-song. Le message a été envoyé il y a un instant. Ça va compliquer les choses. Séon a vu le groupe bouger rapidement, donc ils vont sûrement arriver bientôt. Ils ont peut-être vu le feu hier soir. Impossible de savoir s'ils sont amicaux ou des pillards opportunistes. Ça pourrait être une bande dangereuse. En observant l'entrée, une bande d'hommes vêtus de vêtements d'hiver et armés d'armes contondantes est sortie. Pour l'instant, Séon et Jin-song ont décidé de plier bagages et de quitter leur refuge. Ses voisins ont même des boucliers en bois pour gérer les zombies errants. Ils se déplacent plus vite et sont plus organisés que prévu. Les trois gèrent les morts vivants de manière systématique. Ils attirent les bêtes sans cervelle avec des sons, isolant les cibles une par une et les tuant rapidement. À ce rythme, ils escaladeraient l'immeuble de bureau en 10 minutes au plus, 15 minutes au plus tard. Le duo a fini de faire ses bagages, mais ils avaient déjà perdu pas mal de temps. Les voisins se débrouillaient bien jusqu'à ce qu'ils se trompent et attirent trop de zombies. Réalisant leur erreur, ils ont avancé et ont couru vers le bâtiment. Comme une horde de zombies les poursuit, le type avec sa masse de démolition a fracassé la vitre pour entrer. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.